pour ce 7e numéro des podcasts de Théa et Zach. Bonjour Théa. Bonjour Zach. Et bien voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thème que l'on pourrait intituler « Catégorisation sociale et abus » concernant l'étiquetage qu'on colle sur le front des gens parce qu'ils pensent d'une certaine manière ou ils s'expriment d'une certaine manière. Qui ne sont pas forcément obligatoirement politiquement corrects. On parle de complotisme, d'antisémitisme, de sectes et autres accusations de viol et de procès d'intention divers et variés. Il y a quand même beaucoup de choses à raconter, mine de rien. Alors c'est un sujet qui m'est assez cher, puisque, encore une fois, on va taper un peu du pied dans la fourmilière, comme on en a souvent pris l'habitude maintenant, en remettant un peu en cause, un tout petit peu, la démocratie. Ouais, avec les banques centrales, c'est un peu mon sujet favori aussi. Oui, là. Alors, notamment, là, concernant la liberté de parole. En fait, ces catégorisations, elles interviennent parce que, en démocratie, on a la liberté d'expression, dans le cadre de laquelle on a quand même un peu intérêt à dire ce que tout le monde dit, parce que sinon, on se fait mal voir, étiqueter, catégoriser, justement. C'est vrai que c'est drôle, c'est drôle. Il y a de quoi. Enfin voilà. Alors j'appelle ça, personnellement, une pensée conditionnée à réagir en fonction de stimuli. C'est-à-dire que les gens s'imaginent être libres de parler de ceci, de cela, et à partir du moment où on parle de quelque chose qui n'est pas censé être abordé en termes de sujet, où on prend une position qui doit a priori déplaire, alors hop, il y a réaction, et vous êtes complotiste, vous êtes membre d'une secte, vous êtes antisémite. En fait, j'appelle ça la démocratie conditionnée. C'est une démocratie tant que on répond au prêt-à-penser, mais dès qu'on en sort, ça ne va plus. En fait, les propos peuvent nuire à la réputation d'un tel ou d'un tel. Et souvent, les étiquettes qu'on colle sur les gens, c'est plus pour leur nuire en l'occurrence. Donc, on va faire attention à ce qu'on dit par peur d'avoir sa réputation qui est endommagée ou bafouée par une étiquette. Donc on rentre bien dans le moule. Ouais, c'est ça. Donc finalement, on se retrouve dans une situation où on sait qu'on peut tout dire, mais dès qu'un sujet sensible apparaît, on serre des dents. J'ai déjà assisté à des émissions de télévision où le ton était bon enfant et on parlait absolument de tout. Et quand est arrivé sur le devant de la scène un sujet qui était un peu délicat, on a vu l'animateur blêmir un petit peu et dès qu'il a pu mettre un terme à la discussion puis orienter vers autre chose. Alors que il défend lui-même la liberté d'expression dans son émission, etc. Donc, et comme on l'a vu la dernière fois, il y a aussi différents niveaux dans le complotisme. Il y a des complotistes qui considèrent que certains propos ne doivent pas être dits parce que c'est complotiste. Enfin, c'est quand même... je trouve ça assez grave, en fait. Mais catégoriser quelqu'un... à la limite, les gens s'insultent mutuellement ou se traitent de ceci ou de cela, c'est pas trop grave. Le problème, c'est que il ne faut pas en arriver à déplaire aux gens qui ont le pouvoir de nuire à votre réputation. C'est toujours la réputation, en fait, qui est le centre. Je prendrai par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de Gérard Depardieu. On ne prend pas position, peu importe, à la limite. Mais c'est un excellent exemple où on voit une déferlante de haine qui se déchaîne sur lui, relayée par la presse abondamment. La presse fait le relais partisan de cette déferlante. Alors là, il est jugé de bon ton d'être contre Gérard Depardieu. Il y a des gens qui ont essayé de relativiser sans prendre sa défense véritablement, mais relativiser simplement en disant oui, il y a ça, ne serait-ce que Emmanuel Macron, il dit j'interviens pas, je dis juste que c'est un monument de la culture française, admettons, quelque chose comme ça. Je le paraphrase un peu. Et en fait, on lui est tombé dessus, c'est pas que Macron soit sympathique, mais enfin, non,
quand une déferlante de haine est focalisée sur quelqu'un, il faut l'entretenir, il ne faut surtout pas s'interposer. C'est quand même assez grave en démocratie, je trouve. Oui, les propos perdent en mesure et tout devient... Ça fait l'effet boule de neige, quoi, d'un truc, on se retrouve avec un gros paquet alors qu'on n'avait pas forcément C'est ça. demandé à en arriver là. On peut se demander ce qu'il y a derrière et pourquoi ça arrive. Parce qu'en général, quand ce genre de situation arrive, en fait, fondamentalement, ce n'est pas grave. Personne n'est mort. Dans cette histoire, je reprends l'histoire de Depardieu, parce que c'est une mise sur le devant de la scène, c'est un bon exemple. Personne n'est mort, personne n'est blessé, personne, la personne a priori insultée par Depardieu n'a pas porté plainte parce qu'elle n'en sait rien, à la limite, elle n'était même pas au courant. Mais ça, c'est alimenté, c'est suralimenté de manière, généralement, c'est ce qui se produit, à détourner l'attention des gens grâce à ça. Un peu un tour de prestidigitateur. Le prestidigitateur gesticule devant la foule pour qu'on fasse attention à ce qu'il fait et qu'on ne voit pas ce qu'il fait avec les mains derrière le dos. Quelque part, c'est un peu ça. Et on peut se demander s'il y a quelque chose derrière et ce qu'il y a quelque chose derrière. Une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas se permettre de déplaire aux tenants du pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Si l'on dit, ce qui est absolument factuel, qu'il y a 5 hommes, il y a des familles derrière eux, peu importe, mais enfin, en l'occurrence, ce sont 5 personnes qui détiennent la presse mondiale. C'est complotiste. Voilà, c'est absolument complotiste. Maintenant, si je dis, ce qui est tout aussi factuel... Qui sont juifs, parce qu'ils le sont, effectivement. C'est antisémite. Alors, c'est un propos qui est absolument factuel. Il n'y a pas de jugement derrière. Non, mais ça mérite au moins 2 étiquetages. Alors pourquoi ? Parce que s'il y a 5 personnes qui détiennent la presse mondiale et que la presse a tout pouvoir pour influencer les gens, il ne faut pas que ça se sache, il faut que ça reste dans l'ombre. Donc si on met quelque chose en lumière alors que ça doit rester dans l'ombre, pour se protéger, que font ces gens ? Ils se défendent par des procès d'intention. Ils vont pas dire non, c'est faux, ils peuvent pas, puisque c'est factuel. Alors, ils vont vous dire ah oui, mais vous êtes antisémite, vous êtes contre les juifs, vous approuvez Hitler. Enfin, ça peut aller très très loin, cette histoire. Comme à l'époque aux États-Unis, quand ils faisaient tout un pataquès des personnes qui étaient communistes, c'est la même rengaine, et en fait, ça a toujours existé. Toutes les étiquettes ont toujours existé. Au Moyen-Âge, ils avaient certainement leurs étiquettes aussi, et ça perpétue une peur de ne pas être dans le monde. Voilà, c'est ça. La peur, effectivement. Parce que c'est vrai que cette histoire de communisme, ça a été extrêmement puissant à l'époque aux États-Unis. C'est vrai que c'était extrêmement grave. Quelqu'un qui était supposément, éventuellement, vaguement influencé ou de connivence avec une pseudo-pensée communiste, il risquait très gros. C'était carrément dangereux. Donc, maintenant, la mode est passée, on va dire. Le système politique a évolué, donc... Non, la mode en ce moment, ça tourne autour des viols. Oui, effectivement. Mais ça fait un petit moment que ça... Ah oui, oui. Ça a commencé en, il me semble, 1994, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Et depuis, ça n'a absolument pas arrêté. Alors, tout le monde viole tout le monde. À partir du moment où on veut se débarrasser de quelqu'un, c'est un violeur. C'est fou à quel point c'est la planète viol. Mais quant à la liberté de penser, en fait, il faut avoir une pensée. On est libre de penser ce qu'on veut, mais il faut avoir une pensée conventionnelle. Si on n'a pas une pensée conventionnelle, ou si on met en avant une croyance qui est non référencée et approuvée par le système, encadrée dans un carcan religieux, on est une secte. Oui, ça aussi. Ça aussi. J'ai entendu parler d'un proviseur de lycée qui était relativement ouvert en termes de méthodes pédagogiques et qui avait expérimenté des choses qui fonctionnaient très bien d'ailleurs, dont les élèves étaient parfaitement satisfaits. Ah, mais le système, enfin le ministère de l'Éducation, là, c'est un gros de secte. Alors qu'il n'y avait ni secte, ni gourou, ni rien, quoi, je veux dire. Mais à partir du moment où on sort du cadre un peu républicain, eh bien, on tombe dans la secte, quoi. En plus, la définition de la secte est relativement restreinte.
quand même. À tout moment, on est une secte. Ah oui, mais complètement, oui. En fait, les gens ne savent pas de quoi on parle quand on parle de secte. Hein. Si on regardait dans le dictionnaire et qu'on regarde le contexte dans lequel l'emploie la presse, on voit que ça n'a absolument rien à voir. Non, effectivement. Parce que une secte, c'est quoi? Il y a une espèce de meneur qui manipule les gens, qui leur soutire de l'argent pour son profit personnel. Globalement, c'est ça. Là, c'est pas tellement une secte qui est décrite. C'est un parti politique, c'est la République, c'est la publicité, c'est un club de foot, les militants politiques, donc, ou les... Enfin, non, c'est la société qu'on décrit, là. Oui. En fait, une secte, c'est une branche dissidente de quelque chose, de quoi qu'il puisse s'agir. C'est pas forcément, même pas forcément religieux. Donc il y a des sectes politiques, à la limite, il y en a partout. Mais ça se dit pas comme ça. Et les gens croient que les sectes sont dangereuses. Je me souviens, il y a une époque où l'on parlait de... c'était l'ADFI à l'époque, l'Association de défense de l'individu et de la famille par rapport aux sectes, qui parlait de secticide. C'est-à-dire, c'est une incitation au meurtre de quiconque est supposé être... Dans une secte. Potentiellement dans une secte. Enfin, faut le faire quand même. Hein. En reprenant quasiment trait pour trait des manifestes de propagande nazie contre les juifs à l'époque. Alors ça en fait des amalgames avec tout ça. Hein. Et pour revenir au viol, c'est vrai que c'est un trait absolument commun. Régulièrement, il y a des gens ils sont accusés de viol. Alors, je reprends l'histoire de Depardieu, hein, avec la gamine sur le cheval. Bon, c'est vrai que Depardieu n'est pas quelqu'un de très fin. À la limite, ça peut arriver. On va dire qu'il est grossier, même à la limite. Bon, irrespectueux. Enfin, admettons qu'il ait tous les torts du monde. Mais dû à cette remarque, il y a des accusations de viol qui lui tombent sur la figure, un par semaine qui lui... Enfin, c'est dingue. Alors, à tort ou à raison, on ne sait pas, mais pourquoi maintenant, pourquoi pas avant? Oui. On peut se poser la question. Hein. C'est comme les histoires de pédophilie. Ça aussi. Alors, il y a les deux tendances. Hein. Il y a le système a essayé de faire passer la pédophilie comme quelque chose de plus ou moins normal, puisque la Belgique voulait abaisser la majorité sexuelle de consentement à 15 ans, voire... Mais c'est à 15 ans en France. Ah bon? Non, il voulait l'abaisser à 12, il me semble, 12 ou 13. Il y a Laurent Louis qui est intervenu en présentant la princesse qui devait avoir cet âge-là, et qui dit, bon, alors on peut lui sauter dessus et la violer, quoi. Enfin, on décide qu'elle est consentante, et puis c'est bon. Alors ça a fait un tollé, forcément, parce que c'était la princesse, quand même. Hein. Mais c'est extraordinaire. Et on a, d'un autre côté, on a cette tendance de condamnation systématique, c'est-à-dire que là aussi, un peu tout le monde est pédophile, c'est la facilité. Alors, on a quelqu'un comme Daniel Cohn-Bendit, qui est l'un des grandes figures du mouvement révolte étudiante 1968, duquel il me semble, on doit, je suis pas sûr, mais on doit le slogan « Sous les pavés la plage ». J'ai jamais compris cette... Enfin, c'est pas grave. Et lui se revendique officiellement comme pédophile. Il a fait l'apologie de la pédophilie. Il a dit en public, sur les ondes, sur un plateau de télé, hein, quand une petite fille de 5 ans vous déshabille, c'est extraordinaire. C'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Oh, mais non, à peine, parce que vous y attendiez. Mais pas tant que ça. Enfin, il est pédophile, il l'a toujours été. Pourtant, il lui est jamais rien arrivé. On l'a jamais accusé de quoi que ce soit. Alors, non, il est bien protégé. Voilà, il est protégé. Alors, c'est un politicien français, il fait un peu de politique en France, en Allemagne également. Il est soutenu par le Parti vert allemand, les écologistes. Et en plus, il est juif.
C'est antisémite, Ah attention. bah, absolument, on est bien d'accord. Mais il est juif par sa mère, et le judaïsme se transmet par les femmes, obligatoirement. Enfin, en principe, traditionnellement, c'est comme ça. Donc sa mère est juive, son père, je crois qu'il ne l'est pas, il ne me semble pas, quoique j'en sais rien, mais admettons. Alors, il ne se revendique pas en tant que juif, sauf tant que l'antisémitisme existe. Alors, là aussi, antisémitisme, les juifs ne savent pas de quoi ils parlent. Un sémite, c'est une ethnie moyen-orientale, ce sont des arabes et des juifs séfarades, pas les ashkénazes, les séfarades. Mais ça inclut les arabes sont des sémites. Parler d'antisémitisme, ce n'est pas être contre les juifs, c'est être contre les sémites. Et il n'y a pas que les juifs qui sont... Et ce sont les ashkénazes qui s'en plaignent. Enfin, c'est un immense n'importe quoi dans lequel on n'arrive absolument plus à se dépêtrer. Mais qui plus est, les gens ne sont pas enseignés, donc qui sait ce qu'il y a derrière le mot antisémite, le mot viol, le mot pédophile, le mot quoi qu'il ce soit. Les gens entendent un mot et ça crée une alerte dans leur cerveau. C'est un mot qui est associé à un protocole d'urgence, de confinement et de réaction immédiat. Donc c'est du conditionnement. Ouais, c'est ça, c'est du pur conditionnement. J'ai même entendu quelqu'un parler de pédophiles, il fallait se méfier des pédophiles, des gens qui aiment les pieds. Si, je l'ai entendu. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a un manque de culture à la base. Les gens ne savent pas, mais l'important c'est de faire avec. On ne se pose pas la question, on y va. Si on va dans le sens opposé, c'est pas un problème. Oh là 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 là. Ils soignent quoi dans ce cas-là, les podologues? Ben, les petits enfants. Hein. Voilà. Ne pas confondre. Alors, les amis qui nous écoutaient, et on vous en remercie d'ailleurs, ne confondez pas les pédophiles et les pédiatres. Ce n'est pas pareil. J'ai dit podologue, moi. Oui, les podologues, voilà. Alors, ni les podologues, ni les pédophiles, ni les pédiatres. Oh, purée. Enfin bref, donc la démocratie me fait quand même franchement rire. En fait, c'est la démocratie... Je connais une blague horrible sur les... Je sais pas si on peut dire ça au micro par contre. Sur les juifs, non. Les juifs et les pédophiles, il y a tout qui... Tout qui est. Alors, bon, on n'a rien contre les juifs, hein, pas plus que les catholiques protestants, les musulmans, mais on résiste pas à une blague... C'est vrai. Oh bah allez-y, c'est pas vous qui l'avez inventé. Non. Non, vous faites le relais simplement de ce qui circule. C'est à propos, donc on rentre dans le contexte. J'ai les mains moites et toutes. Rien qu'à y penser. C'est pas l'idée du siècle. Ouais. Bah allez-y, que les juifs nous pardonnent par avance. Et les pédophiles. Et les pédophiles, ah bon, un peu en plus. Quelle est la différence entre un footballeur, un handballeur et un pédophile? Footballeur, handballeur et pédophile. Je la connais pas, ça. Le footballeur marque du pied, le handballeur marque de la main et le pédophile marque du trou. Il n'y a pas de juif dans l'histoire, c'est sûr. Il n'y a pas de juif. Pardon. On est sain et sauf. Je sais pas pourquoi je l'ai associé à un juif. Peut-être qu'il l'est, ceci dit. Marque du trou, ben on ne sait pas en fait. Hein. Voilà. Oh là là, oui, c'est vrai que c'est... Elle est pas mal, ceci. Ah, elle est pas mal. J'ai un peu honte. Personne ne retiendra jamais que j'ai fait une blague pareille. Bah, c'est pas la vôtre, à la limite. Là. C'est pas la mienne, non, c'est vrai. Enfin bref, tout ça pour dire que la démocratie, finalement, à bien y regarder, c'est un peu la liberté de commettre éventuellement des illégalités de temps à autre, si on est bien protégé. Enfin bref, le système corrompu se protège. D'accord. Ça, on peut le concevoir, qu'il soit corrompu ou pas, que le système se protège, c'est une chose. En revanche, que les victimes du système au quotidien, c'est-à-dire tout un chacun, protègent le système en faisant son jeu, sans se poser la question, ça c'est grave. Ça attire l'attention sur eux. Ça les fait passer pour des sauveurs, donc ils se sentent un peu moussés et en fait, à la limite, ils se rendent pas compte qu'ils sauvent ce qui les empoisonne, mais pour eux, ils ont sauvé quelque chose. Effectivement. Dieu soit béni, ils sont dans le bon camp. Ils iront au paradis et tout va bien. Ouais, tout va bien. Ouais. Mais finalement, on en revient à la même chose. Le manque d'éducation est quand même la racine primordiale de la majorité des problèmes de ce système. Mais bien sûr. Voilà pourquoi, dans le nouveau, les gens seront éduqués gratuitement et ils le seront dûment. Non, mais c'est vrai, quoi. Mais oui, à la limite, c'est la base d'une civilisation. Exactement. Et je me souviens plus qui a dit ça. À la limite, c'est une phrase qui est assez
universelle, je pense que tout le monde l'a dit et l'a redit depuis des centaines de milliers d'années, mais elle est toujours vraie, c'est que la seule chose qui ne s'épuise pas, c'est la connaissance. On peut la partager autant qu'on veut et au contraire, ça... Oui, effectivement. La référence m'échappe, mais effectivement. Ouais. Ouais, J'ai vu ça je crois qu'elle échappe parce qu'elle a toujours été là. Oui, c'est possible. Oui. D'ailleurs, Idriss Aberkan, que nous apprécions beaucoup, disait qu'il parlait lui-même de l'économie de la connaissance. Oui. C'est quelque chose qui n'est pas fini comme les ressources de la planète que l'on épuise à force de la surexploiter. En tout cas, c'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter déjà. Bon, ce qui ne s'épuise pas non plus, c'est l'amour. Oui, Je effectivement. précise, on parle de la connaissance parce qu'on parle d'éducation. Oui, c'est vrai. Bon, il n'y a pas que Une idée. que l'éducation. Moi, je suis lancée là. Après ma blague, il faut que je me rattrape. Ouais, effectivement. Les amis, si vous avez des idées... Ou d'autres blagues. Des idées... J'en ai d'autres sur les juifs. Non, s'il vous plaît, pas sur les juifs. Non. Mais si vous avez des idées sur les choses qui ne s'épuisent pas et que l'on peut partager, eh bien n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Merci pour vos commentaires, si vous en posez, ce que vous faites régulièrement. Quant à nous, eh bien nous nous retrouvons dans la joie et la bonne humeur, quand même toujours, malgré la gravité des sujets abordés, la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, Théa. Vous aussi, prenez soin de vous. Voilà, eh bien à vous de même, passez une bonne semaine, soyez au rendez-vous, on vous aime très fort et à tout bientôt. Bye bye. Bye bye.